Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À compter de demain et pendant 3 semaines, c'est à la télévision que nous allons retrouver quotidiennement Franck Ferrand, puisqu'il assume la partie touristique des commentaires du Tour de France. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous proposerai aussi tous les matins sur Europe 1 à 7h-5 et 9h-5 un petit journal intitulé Détour du Tour pour vous permettre de ne rien manquer des merveilles que la grande boucle va croiser sur son passage. Alors, dès aujourd'hui, comme un clin d'œil à ce début d'été très nomade, ce sont d'autres Tours de France que je vous propose. Rien à voir avec le cyclisme cette fois. D'abord l'histoire d'un des plus grands best-sellers de l'histoire du livre scolaire, le Tour de la France par 2 enfants, dans les pages duquel ont appris à lire des générations de nos aïeux. Et puis ensuite, le Tour de France des compagnons, les compagnons des devoirs, que nous effectuerons en compagnie de Patrice Bernard, délégué général national de la Fédération compagnonique. Et enfin, un Tour de France des villages, tel qu'un seul chroniqueur pouvait le proposer aux Français, Pierre Bonte. Et oui, Pierre Bonte est de retour sur Europe 1 cet après-midi pour évoquer avec nous son itinéraire d'un rural trotteur, et du 15 juillet au 27 août, le samedi et le dimanche de 9 à 10, pour une émission dont on n'a pas fini de parler, le Grand Direct des régions avec Olivier Allemand. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les 2 enfants qui nous servent de guide s'appellent André et Julien. André, 14 ans, est l'aîné. Il est si grand, si fort qu'on lui donne 2 ans de plus, nous dit l'auteur. Julien a 7 ans, et comme tant et tant de lecteurs, je devrais dire de jeunes lecteurs de la belle époque, nous allons suivre leurs traces. Par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, 2 frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton. Tous les 2 marchaient rapidement, sans bruit. Ils avaient l'air inquiets. Malgré l'obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés. Ainsi commence le mythique Tour de la France par 2 enfants, dont les titres se réfèrent au Tour de France accompli à l'époque par les compagnons artisans. Nous y viendrons tout à l'heure. André et Julien Volden sont les héros de ce manuel de lecture scolaire écrit par un certain G. Bruno, il s'agit d'un pseudonyme, vous allez le voir, publié pour la première fois en 1877. Nous sommes donc dans les débuts de la Troisième République. Je continue ma lecture, c'est l'exercice de lecture de l'après-midi si vous voulez. Une fois éloigné de la ville, André s'adresse à son petit frère. « N'aie pas peur, mon petit Julien, personne ne nous a vu partir. »« Oh, je n'ai pas peur, André. Nous faisons notre devoir, le bon Dieu nous aidera. »« Je sais que tu es courageux, mon Julien, mais avant d'être arrivé, nous aurons à marcher pendant plusieurs nuits. Quand tu seras trop las, il faudra me le dire. Je te porterai. Non, non, j'ai de bonnes jambes et je suis trop grand pour qu'on me porte. » L'ouvrage va connaître un succès immense. Jusqu'en 1914, près de 7,5 millions d'exemplaires sont vendus. Il est même publié jusqu'aux États-Unis où il sert de modèle pour apprendre la langue française. Les 121 petits chapitres de l'ouvrage, qui s'ouvrent à chaque fois par une maxime pleine de morale, donnent une formation civique, géographique, scientifique, historique et morale bien sûr, à la jeunesse, en même temps qu'on suit les aventures des 2 frères. Des gravures accompagnées de légendes évoquent les métiers, les animaux, les paysages que les enfants vont rencontrer sur leur chemin. Après le départ de Phalsbourg, André et Julien arrivent chez un sabotier, Étienne, un vieil ami de leur père qui leur accorde l'hospitalité. Évidemment, c'est bien la moindre des choses. Et c'est là qu'on apprend pourquoi André et Julien sont partis de chez eux. Leur père charpentier a été blessé à la guerre de 1870 lors du siège de Phalsbourg et il est mort après être tombé d'un échafaudage. André et Julien sont donc orphelins. Ils ont décidé de quitter la Lorraine devenue allemande, la partie allemande de la Lorraine, devrais-je dire, et les voilà partis à la recherche d'un oncle domicilié
à Marseille. Ils ont avec eux des papiers qui attestent qu'ils sont d'honnêtes enfants et non pas de simples vagabonds. André a même un certificat de son patron. En revanche, leur bagage, disons-le, est bien mince. Un baluchon de linge, un cahier d'école, 40 francs, l'équivalent à l'époque du salaire d'un ouvrier. Et après plusieurs heures de marche, les voilà qui arrivent donc en France. Je cite le texte. Le cœur ému, songeant qu'ils étaient enfin sur le sol de la France et que le vœu de leur père était accompli, ils s'agenouillèrent pieusement sur cette terre de la patrie qu'ils venaient de conquérir par leur courage et leur volonté persévérante. Ils élevèrent leur âme vers le ciel et tout en remerciant Dieu, ils murmurèrent « France aimée, nous sommes tes fils et nous voulons toute notre vie rester dignes de toi ». Voyez un peu le style de cet ouvrage, bien entendu. André et Julien, en échange de l'hospitalité qu'un certain nombre d'adultes vont leur accorder ici et là, vont devoir travailler pour se faire un petit peu d'argent, obtenir des attestations qui prouvent qu'ils sont toujours de braves et d'honnêtes enfants. Ils sont très occupés. André travaille par exemple dans une forge de serrurier la journée. Le soir, il assiste à des cours gratuits dispensés par un instituteur. Son petit frère Julien soigne une vache, apprend à faire du beurre, descend du bois du grenier, sarcle les herbes folles. Mais il va également à l'école, bien sûr, et il emprunte même des livres à la bibliothèque scolaire. Les deux enfants commencent à découvrir les traditions, les métiers de chaque localité. Sur le marché d'Épinal, une dame leur parle des papeteries, des imageries et des broderies qui font la renommée de la ville et de la région, la renommée mondiale, pourrait-on dire. Les figures historiques de la Lorraine sont également évoquées, des célèbres comme Jeanne d'Arc et de moins connus comme le peintre de paysage du XVIIe siècle Claude Gelée, le Lorrain comme on dit quand on connaît l'art. Orphelin à 12 ans, moqué dans son enfance, ce Claude Gelée est devenu un peintre très reconnu dont les tableaux sont maintenant exposés au Louvre, à Saint-Pétersbourg. La figure du Lorrain permet de rappeler aux enfants qu'il ne faut jamais se moquer de quiconque, qu'il faut savoir rester modeste. En Franche-Comté, les deux enfants découvrent les salines, ils découvrent une fromagerie où on fait du gruyère et, on devrait dire du comté, et une ferme où l'on fabrique des ressorts de montres. Les deux frères se trouvaient placés au haut de la chaîne du Jura, comme sur une muraille énorme presque droite. À leurs pieds s'ouvrait un vaste horizon, la Suisse était devant eux. Tout en bas, dans la plaine, s'étalait à perte de vue le grand lac de Genève, le plus beau de l'Europe, dominé de toutes parts par des montagnes blanches de neige. André et Julien rencontrent un certain monsieur Gertal, un marchand jurassien, et avec lui, ils poursuivent leur route, une route qui va être semée de découvertes, des découvertes instructives, mais parfois aussi dangereuses. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Franck, cet après-midi, vous nous racontez le Tour de France par deux enfants, un ouvrage qui va devenir incontournable pour les écoliers de la Troisième République. Quelle est la situation de l'école lorsque le livre est publié pour la première fois ? Justement, elle est en plein bouleversement. La laïcisation des écoles s'accélère au détriment de toutes les congrégations religieuses qui jusqu'alors avaient le contrôle de l'enseignement, en tout cas en très grande partie. Les effectifs des élèves sont en train d'augmenter, il faut construire partout de nouvelles écoles. On crée aussi les écoles normales d'instituteurs, mais elles ne sont pas assez nombreuses. En 77, les Républicains remportent des élections législatives absolument essentielles et puis 2 ans plus tard, ils sont majoritaires au Sénat. Là, c'est l'ancrage vraiment de la République, le début d'une série de lois qui vont changer tout le système éducatif. Et en 3 ans, je dis bien en 3 ans, entre 79 et 82, les écoles normales primaires et l'enseignement de la gymnastique vont devenir obligatoires. On va créer de nouveaux diplômes et surtout, l'enseignement primaire devient, vous connaissez l'expression, laïque, gratuit et obligatoire. Bien entendu. Ce n'est pas encore le cas quand accompagnés par Monsieur Gertal, André et Julien poursuivent donc leur route. Ils sont en carriole, ils parcourent les vignobles de Bourgogne en pleine période de vendange. Je cite le texte. On apercevait de grandes cuves où les vignerons piétinaient le raisin qu'on venait de cueillir. Ils dansaient gaiement en foulant les grappes et parfois même un violon pour les amener au travail leur jouait des airs. Et après quelques heures de marche, alors que la nuit déjà tombe, Julien, le cadet, croit voir
soir un grand incendie. Je cite, « Dans le grand silence de la nuit, on entendait comme des sifflements, des plaintes haletantes, des grondements formidables. Julien était de plus en plus inquiet. « Mon Dieu, monsieur Gertal, qu'y a-t-il donc? Bien sûr, il arrive là de grands malheurs. »« Non, petit Julien, seulement nous sommes en face du Creusot, la plus grande usine de France et peut-être d'Europe. Il y a ici quantité de machines et de fourneaux et plus de 16 000 ouvriers qui travaillent nuit et jour pour donner à la France une partie du fer qu'elle emploie. » Vous voyez qu'on apprend à chaque fois quelle est bien entendu la particularité de chaque région. Alors, à partir de la Bourgogne et dans chaque province traversée, Julien va ouvrir un petit livre qu'il a reçu à Mâcon et dans lequel figurent des cartes et des biographies d'hommes illustres classés par province. C'est très malin ça, parce que ça permet d'accroître encore les sources de l'enseignement, non seulement pour nos deux enfants, mais pour tous ceux qui lisent leurs aventures. Pour la Bourgogne, par exemple, on vous parle de Saint-Bernard, bien sûr, de Bossuet, de Vauban, du grand mathématicien Gaspard Monge et du naturaliste Buffon, qui lui-même avait des forges du reste. André, Julien et monsieur Gertal dorment le plus souvent dans des fermes et une nuit dans l'une d'elles en Auvergne, André ouvre la fenêtre. Je cite. Le vent froid de la montagne s'engouffra aussitôt en tourbillonnant dans la pièce et ouvrit la porte mal fermée. Alors, une fumée épaisse entra dans le cabinet, puis un crépitement suivit, comme celui d'un brasier qui s'allume. André, pris de terreur, courut au lit où dormait Julien. Il le secoua avec épouvante. « Lève-toi, Julien, le feu est à la ferme !» Les deux enfants courent à travers la fumée. Ils réveillent monsieur Gertal. Ce dernier ordonne à André d'atteler le cheval à la voiture. Seulement aux étables, les fourrages dans le grenier sont en train de prendre feu. La toiture en chaume s'embrase et pendant ce temps, Julien s'habille rapidement. Il jette toutes les affaires dans la voiture. C'était un brouhaha et un effroi indescriptible. On n'entendait que des cris de détresse auxquels se mêlaient les mugissements des vaches qu'on essayait de chasser de leur étable et le bêlement des moutons qui se pressaient, effarés, sans vouloir sortir. André et monsieur Gertal parviennent à atteler le cheval. D'un coup de fouet, André éloigne la voiture des flammes et attache le cheval à un arbre. André, Julien, monsieur Gertal reviennent à la ferme. Ils tentent de maîtriser l'incendie. André va essayer de sauver un petit garçon pris au piège des flammes, il s'appelle Jean-Joseph, mais seulement l'échelle qu'il a empruntée est trop fragile. Ils arrivaient à peine au dernier tiers de l'échelle qu'un bruit se fit entendre. Une partie du toit s'effondrait, des pierres détachées du mur roulèrent et vinrent heurter l'échelle qui s'affaissa lourdement. Un cri de stupeur s'échappa de toutes les bouches, mais avant même qu'on eût le temps de s'élancer, André était debout, il n'avait que de légères contusions et il relevait le petit Jean-Joseph. Alors ils sont bientôt remis de leurs émotions et les voilà qui arrivent à Lyon, une ville qui à l'époque compte quelques 240 000 ouvriers de la soierie. Les deux frères et monsieur Gertal, dressent un étalage et vendent tout ce qu'ils ont acheté au cours de leur pérégrination. Des dentelles, de la coutellerie de Thiers, des montres de Besançon, des boucles d'oreilles fabriquées en Franche-Comté et puis des objets sculptés dans les montagnes du Jura. Les enfants ainsi récoltent 85 francs, c'est une somme telle qu'ils n'en avaient jamais possédée. Et les voilà à Valence, dans la Drôme. Il commence à faire nettement plus chaud déjà. Monsieur Gertal quitte les deux enfants qui, livrés à eux-mêmes, prennent une voiture à cheval. Seulement le Mistral est déjà si fort que la voiture finit par virer au ravin. Les deux enfants sont projetés dans la chute. Julien se fait une entorse aux pieds et aux poignets. Les deux garçons sont obligés de prendre le train avant de retrouver enfin leur oncle à Marseille. Depuis leur wagon, inutile de vous dire qu'ils sont en 3e classe à l'époque bien sûr, ils voient défiler les Alpes et Grenoble et Avignon, les plaines de la Crau et de la Camargue, desséchées par le souffle du Mistral, couvertes de cailloux et qui ressemblent à un désert d'Afrique transporté dans notre France, dit le texte. Arrivés à Marseille, ils vont à l'adresse de leur oncle, Franz. Un marin d'une 40aine d'années vint ouvrir et répondit « Franz Wolden n'est plus ici, voilà tantôt 5 mois qu'il est parti ». Autrement dit, les pérégrinations de nos deux compagnons sont loin d'être achevées. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Cet après-midi, vous rendez hommage à la France, Franck, pour cette dernière émission en direct de la saison. Et autour de la France, à tous les points de vue. Autour de la France, effectivement, à tous les points de vue, nous allons faire le tour de France de plusieurs façons. Avec les compagnons, aux côtés de Pierre Bonte, bien entendu, puis déjà émission. Dans la foulée, dans le sillage de nos deux enfants. J'ai l'impression que vous préparez déjà les vacances. Oui, je avec prépare cette surtout le Tour de France, pour tout vous dire, en fait, c'est ça. Alors j'ai entre les mains une édition qui est rééditée par la librairie classique Eugène Belin, vraiment dans un format très classique, on se croirait pour le coup en 1877. C'est le Tour de la France par deux enfants, donc de ce fameux G. Bruno, qui en fait était une dame, figurez-vous. C'était une certaine Augustine Fouillé, qui a vécu jusqu'en 1923. Cette dame avait été, elle a d'abord été l'épouse d'un monsieur Guyot, avec qui elle ne s'entendait pas du tout, qui était très brutal. Mais elle a eu avec lui un fils qui est devenu philosophe, c'est Jean-Marie Guyot, et puis ensuite elle a réépousé monsieur Alfred Fouillé, d'où son nom d'Augustine Fouillé, qui se cachait à une époque où il n'était pas très bien vu pour une femme d'écrire un livre d'éducation, qui se cachait donc derrière ce pseudonyme très discret de G. Bruno. André et Julien sont seuls à Marseille maintenant. Leur oncle a quitté la ville 5 mois plus tôt pour aller vivre à Bordeaux. Autant vous dire que ça va les amener un peu plus loin, bien sûr. Et c'est Jérôme le marin qui les héberge, qui leur propose de partir, cette fois par voie de mer, en bateau, pour rejoindre la cité girondine. Alors, le bateau en question s'appelle la Ville d'Aix. Ils quittent donc Marseille, on les voit longer la côte, Toulon, Nice, le Languedoc et Nîmes. À 7, grâce à un marinier que connaît Jérôme, ils embarquent sur un autre bateau, le Perpignan, qui va faire escale dans toutes les villes importantes, et embarquent à bord des spécialités. On remonte là par le canal du Midi, Béziers, Narbonne, Carcassonne, etc. Après 4 mois de voyage, André et Julien retrouvent leur oncle sur un quai de Bordeaux. Il est sorti de l'hôpital 8 jours plus tôt parce qu'il avait été victime de la fièvre typhoïde. Ça permet d'évoquer tous les problèmes de l'époque. Il est ruiné, mais il décide qu'avec ses 2 neveux, il va aller à Phalsbourg pour essayer d'user de ses droits de tuteur auprès des autorités allemandes et leur faire part de leur résolution à tous de rester français, de venir habiter en France. Seulement, il faut bien le financer, ce voyage, bien entendu. Donc, ils vont décider de travailler sur le bateau qui les emmènera. Et en attendant d'embarquer, Julien se plonge dans son livre des grands hommes. Donc, il découvre Montesquieu, Fénelon, Saint-Vincent de Paul, tous les originaires de la Gascogne. La traversée sur un grand vaisseau à voile qui s'appelle le Poitou passe par Nantes, Brest, et les voilà maintenant en Normandie, avec les différents ports, Cherbourg, Le Havre, Dieppe, Fécamp, Honfleur, Granville, Rouen, dont les teintureries sont les plus renommées de France à l'époque, avec celles de Lyon. La Normandie est une terre très fertile et ils en voient quelque chose. Sauf que depuis le début, Julien n'arrête pas d'entendre que les provinces sont toutes fertiles, qu'elle est entre toutes la province la plus fertile. Monsieur Gertal m'a répété que la Bourgogne est sans pareil. Toulouse a des plaines couvertes de blé. Mon oncle Franz, en me faisant voir Bordeaux, m'a expliqué que ses vins sont les premiers du monde. Et là, le vieux pilote du navire lui répond « Il n'est pas facile de donner des places et des rangs aux choses. La France est un jardin. Ces provinces sont comme des fleurs de toutes sortes, entre lesquelles il est difficile de choisir, mais dont la réunion forme le plus beau pays et le plus doux à habiter. » C'est pas une belle morale, ça, finalement. Le voyage ne se fait pas sans émotion. Il y a des tempêtes, etc. Ça se passe parfois très mal. On est obligé de jeter un jour une chaloupe à la mer, et puis un petit canot si léger qu'à la moindre vague, il pourrait être englouti. Julien, André, Franz et donc le pilote Guillaume montent dans ce petit canot, et après une nuit de tempête qui brise d'ailleurs les 2 rames, les voilà qui sont sauvés par un navire qui les amène jusqu'à Dunkerque, comme par hasard. Les 2 frères et leur oncle découvrent Lille, 5e ville de France à l'époque. Et puis comme ça, ils vont rentrer par la Champagne, ça fait bien les choses. Comme à chaque étape, Julien ouvre son livre et là, il découvre que Nicéphore Niepce, considéré comme l'inventeur de la photo, La Fontaine, Colbert sont originaires de la région, ce qui fait dire à Julien « Voilà un homme qui a été bien utile à la France ». Il parle de Colbert. Pourtant, c'était le fils d'un simple marchand de draps. Mais ce n'était pas un paresseux. 16 heures de travail par jour, comme il prenait de la peine. Allons, je vois que pour arriver à bien faire les choses, il faut travailler sans cesse. Et voilà encore la morale du jour. Alors, ils vont repasser par la Lorraine, dans leur ville natale de Phalsbourg, et les voilà partis en train, d'après vous.
Pour quelle destination ? Ah bah la capitale. Voilà, Paris. nous voilà à Paris. L'image en raccourci de la France, nous dit Madame Fouillé, et son histoire se confond avec celle de notre pays. On voit les deux enfants visiter les Halles, qui sont un peu l'ancêtre de notre Rungis, Notre-Dame, bien sûr, et l'Hôtel Dieu, les grandes écoles, l'Institut, le Jardin des Plantes, le Louvre. Ils vont même visiter le château de Versailles, où se trouve à l'époque la Chambre des députés et le Sénat, puisque la Chambre et le Sénat ne quitteront le château de Versailles qu'en août 1879. Le tour de la France par deux enfants se termine près de Chartres, dans la ferme de Guillaume, le vieux pilote du navire qui a fait naufrage, qui vient d'hériter d'une ferme, mais alors d'une ferme dans un état complètement délabré. 6 ans plus tard, la ferme en question sera totalement rebâtie, devenue un véritable domaine agricole. Maintenant, André a 20 ans, il est barbu. Quand il ne travaille pas chez le serrurier, il est à la ferme et bientôt, il va être appelé sous les drapeaux, bien entendu. Quant à Julien, il a maintenant 14 ans et demi. Vous souvenez-vous, il y a 6 ans à pareille époque, nous dit l'auteur, André et Julien s'étaient endormis sous un sapin de la montagne à la veille de franchir les Vosges. Et quand le soleil s'était levé ce matin-là, les deux enfants sans soutien, s'agenouillant sur la terre de France qu'ils venaient d'atteindre, s'étaient écriés ensemble « France aimée, nous sommes tes enfants et nous voulons devenir dignes de toi ». Ils ont tenu parole. Bram, roulement de tambour. Bonjour Patrice Bernard. Ce n'est pas le tour de la France par deux enfants que nous allons faire avec vous, c'est néanmoins un tour de France aux côtés des compagnons. Vous allez nous expliquer comment tout cela fonctionne. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand vous propose de faire différents tours de France cet après-midi sur Europe 1. Après celui de ces deux jeunes enfants, nous allons maintenant découvrir le Tour de France des compagnons avec Patrice Bernard, votre invité. Il est délégué général national de la Fédération compagnonique. Fédération compagnonique, ce qui laisse entendre d'emblée, Patrice Bernard, qu'il y a en fait plusieurs associations, plusieurs groupements de compagnons. Vous êtes vous-même compagnon du devoir ? Alors, compagnon charpentier des devoirs, c'est ça. Voilà, exactement. Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, il existe 3 entités compagnoniques. L'Association ouvrière des compagnons du devoir, l'Union compagnonique Devoirs Unis et la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment que je représente aujourd'hui. Voilà. Donc, ces 3 associations marchent main dans la main, si je puis dire. Alors, comme dans toute l'histoire, je mets les pieds dans le plat, moi. Il y a effectivement des décisions. Je crois qu'il faut revenir, je dirais, à l'histoire. Et en fait, on est des groupements de métiers. Si on revient à la légende, puisqu'il faut aussi parler de légende, on va avoir 2 axes aujourd'hui que je peux présenter rapidement. On a la légende, effectivement, des 3 fondateurs du compagnonnage, qui est Salomon. Donc le temple de Jérusalem. Ça nous ramène très très loin. Voilà, le temple de Jérusalem avec notamment Hiram. Ça c'est spécifiquement maçonnique par définition comme ascendance. Attention, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Ensuite, après, on a effectivement le côté, je dirais, monastique avec le père Soubise, qui lui, effectivement, a été un peu le concepteur des cathédrales. Et puis ensuite, on a Maître Jacques, qui, lui, à ce niveau-là, est le représentant, en fait, plutôt des Templiers, à travers ça. Donc là, on est sur les 3 fondateurs légendaires. Et à côté de ça, si vous voulez, on retrouve vraiment des traces écrites, et même, voire des vitraux. On est beaucoup plus dans le temps récent, j'exagère un peu, mais on va dire, on retrouve des traces en 1129, qui sont un manuscrit qui a été retrouvé après le concile de Troyes. Attention, c'est encore pas le compagnonnage comme on le voit aujourd'hui, c'était une forme de compagnonnage qui, l'avis de tous, pourrait dire aujourd'hui que c'est peut-être la naissance du compagnonnage comme on le voit aujourd'hui. Ensuite, on a retrouvé des traces donc à la cathédrale de Chartres, dans le 13e, et de Bourges, où on retrouve effectivement... Donc tout ça s'ancre quand même bien dans les anciens chantiers de cathédrales. Oui, effectivement, parce qu'en fait, c'était la nécessaire, je dirais à l'époque, c'était d'avoir des ouvriers qualifiés et de compétences particulières pour faire de type d'ouvrage. Voilà. Et la particularité qu'on avait à cette époque-là, c'est que vous savez que les cathédrales, ça ne se construisait pas en 100 ans, c'était compliqué, il n'y avait plus d'argent, on repartait ailleurs. Et le souci qu'on avait, c'est qu'aucun ouvrier était disponible, puisqu'il y avait les maîtres, il dépendait des maîtres. Et à ce moment-là, effectivement, il a fallu trouver effectivement ce qu'on appelle des passe-droits. Et au fur et à mesure des années, ces passe-droits ont évolué à travers la véritable reconnaissance du monde ouvrier.
et donc du compagnonnage. Et en fait, plus récemment, alors on va retrouver, pour les historiens, parce que moi je suis pas historien, en 1464, en fait, à Dijon, on trouve des procès-verbales de police, où là, on parle beaucoup du compagnonnage, parce qu'il y avait des risques, il y avait des rites, et à ce moment-là, effectivement, il y avait beaucoup de procès-verbales, et qui nous permet de retracer le parcours, je dirais, des compagnons. Alors donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ces associations compagnonniques, il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un apprentissage itinérant, est-ce qu'on peut dire ça? Une initiation d'une certaine manière professionnelle? L'apprentissage itinérant me va très très bien. Hein. Au regard de ce que vous venez de citer tout à l'heure avec les 2 enfants, je trouve ça magnifique. Puisqu'on est un petit peu sur cette logique-là, bien sûr, hein. Mais à travers le métier. Donc ce que je voudrais dire au grand public, c'est de pouvoir aujourd'hui dire que ça existe tout le temps, que ça fonctionne, et on est sur le même fond. Faire grandir l'homme à travers le métier avec l'obligation de faire le Tour de France. Pourquoi faire le Tour de France? À quoi ça sert? Je crois que les enfants l'ont très bien raconté. En fait, aujourd'hui, c'est d'aller chercher ce que chaque région peut apporter, en fait. Exactement. Et les particularités des régions. Alors, souvent, on parle que du métier. Je pense que le compagnonnage, c'est beaucoup plus que le métier. C'est aussi l'homme, les rencontres. C'est aussi, effectivement, les mentalités. C'est aussi les paysages. Et puis, bien sûr, les architectures différentes, les matériaux différents. Et donc, les savoir-faire de chacune des régions, de chacune des villes. Évidemment, les siècles ont forgé dans chaque vallée, dans chaque bassin, un certain nombre de savoir-faire. Et ces savoir-faire, il faut les transmettre. Je crois que s'il y a un mot qui est votre maître mot à tous, chez les compagnons, c'est cette idée de transmission. Vous essayez de transmettre un certain nombre de gestes qui, pour certains, sont immémoriaux. Alors justement, je pense que c'est très bien de dire ça, mais on va le prendre dans l'autre sens. Oui. Le Tour de France, on va d'abord acquérir la connaissance, à travers justement... Ça, c'est du point de vue de ceux qui le font. Voilà, un maître. Et ensuite, l'objectif du compagnon, c'est effectivement de transmettre, dans le respect de son prochain, en essayant de faire grandir son successeur à travers la connaissance qu'il a acquise sur le Tour de France avec les cours du soir. Ah oui, parce qu'il y a cette dimension-là, expliquez-nous. Alors aujourd'hui, que ça soit dans les 3 entités, que ça soit dans l'Union compagnonique, les Compagnons du Devoir ou la Fédération compagnonique, nous retrouvons bien effectivement les mêmes méthodes où le jeune, il est bien salarié d'entreprise, la journée. Donc l'objectif, c'est de se dire, il a une démarche d'autonomie personnelle, un petit peu comme les enfants, mais dans le monde d'aujourd'hui, où il a son salaire, il doit se nourrir et se blanchir. À partir de là, il doit acquérir des connaissances complémentaires pour les cours du soir, un cours sur 2 le samedi. Ceci à peu près pendant 8 à 9 mois, et on change de ville. L'objectif... ça ressemble drôlement à l'ouvrage de G. Bruno, ça ressemble drôlement au Tour de France par 2 enfants, quand même. Absolument. C'est le même principe, en fait. Alors, oui, effectivement. Je veux pas, c'est presque étonnant. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, sauf que nous, c'est à travers le métier, et la connaissance du métier, effectivement, elle est découverte à mesure du métier. Et l'objectif, c'est de passer différents diplômes, qui peuvent être du CAP, du bac, du brevet professionnel, des BTS, jusqu'à la licence. Et généralement, je viens de faire les statistiques il n'y a pas longtemps, puisqu'on a eu une assemblée générale donc la semaine dernière, on a à peu près 45% qui sont artisans, 15% qui sont plutôt dans l'enseignement, 32% qui sont dans l'encadrement, et après on est sur des divers bureaux d'études. D'accord. Donc ça donne quand même aujourd'hui, ce qu'il faut dire au grand public, c'est quelque chose qui paraît compliqué, du point de vue, je dirais, dense. Je dis toujours en plaisantant que la réalité, c'est qu'on devient, nous aussi, un petit peu comme, je dirais, les médecins. On forme tout le temps, mais simplement, il y a une période qui est assez courte, 5-6 ans, qui est dense. Et l'objectif, c'est de pouvoir acquérir très rapidement de la démarche d'autonomie et de la compétence. Combien de compagnons en ce moment? Alors aujourd'hui, en sociétaire, toutes les entités confondues. Il y a 8000 sociétaires, confondus les 3, et sur le Tour de France, à peu près 4000 jeunes. 4000 jeunes qui sont en train de s'enrichir de tous les savoirs des différentes filières. Ça, c'est formidable. Avec à la fin un travail de maîtrise, j'imagine. On va y venir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous faisons le Tour de France cet après-midi sur Europe 1 à la découverte des compagnons grâce à ces 2 enfants qui ont eux-mêmes fait le Tour de France à la fin du 19e siècle et qui nous ont fait découvrir le pays. Eh bien, les compagnons, eux, aujourd'hui, sont représentés par votre invité. Franck, vous recevez Patrice Bernard. Il est délégué général national de la Fédération compagnonique. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient en route, vous pouvez nous redonner la définition de ce qu'est un compagnon du Tour de France? Alors, c'est une personne qui est désireuse de progresser dans son métier, d'être capable de réaliser le Tour de France,
Et l'objectif quand même, primaire, c'est de devenir compagnon quand même. Donc 8000 compagnons en France à peu près, oui, et 4000 jeunes qui se forment à leur côté, qui sont reçus chez les différents compagnons. Alors absolument, hein. En fait l'objectif de devenir compagnon, c'est au-delà de ce que je disais tout à l'heure, les cours du soir, la promotion sociale qui existe depuis bien longtemps, c'est aussi le travail quotidien. Faut dire que c'est une aristocratie des métiers, notamment des métiers dits manuels quand même. Hein. Oui, alors je voudrais pas trop rentrer trop dans ce détail, on va dire que c'est quand même très prestigieux, il faut le dire. Hein. Oui. Quand on peut mettre sur sa carte de visite compagnon du Tour de France, c'est pas mal quand même, non ? Alors tout simplement, ça on évite de le mettre. On essaie, on essaie aujourd'hui de dire que c'est le comportement qui doit permettre cette perception de l'autre. Pas de politiquement correct à ce micro. Hein. Voilà. Non, mais c'est la réalité. Non, à travers ça aujourd'hui, et comme hier, le Tour de France, il dure, alors faut le dire, entre 5 et 6 ans. C'est beaucoup, bien sûr. Pour certaines sociétés, compagnies de métier, par exemple les couvreurs, des fois ça dure plus longtemps, 7 ans. On a plusieurs... 7 ans sur toutes sortes de chantiers pour acquérir tous les savoirs qui vont faire un grand couvreur. En fait, c'est pour ça que je dis que souvent on est docteur en charpente. C'est ça, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Un petit peu, il y a non, pas mais de c'est cette idée-là, vraiment. Et la qualité des professionnels dont parlait Franck Ferrand à l'instant. Alors après, on a différents stades. Quand on rentre dans le compagnonnage, on est jeune, puisqu'on découvre. Le deuxième stade, c'est de dire on veut un premier pied dans le compagnonnage, où là, en fait, la démarche d'autonomie, c'est que le jeune va dire à ses anciens, j'ai envie de participer un peu plus au monde compagnonique. Il va écrire un courrier, tout simplement, et il sera lu devant les anciens, et à ce moment-là, si les anciens le trouvent digne, ça n'a pas changé comme depuis la nuit des temps. C'est très vieux. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, il va faire un premier ouvrage. Ce qu'on appelle un ouvrage de maîtrise, c'est ça ? Oui, alors peut-être pas sur le premier niveau, on va dire le dernier compagnon. Un premier ouvrage qui va être capable de déterminer sa compétence actuelle, et qui est capable un petit peu d'aller chercher un peu plus au-dessus qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir présenter aux anciens ses capacités à progresser. Je rappelle que c'est important pour tout le monde, c'est que l'ouvrage, c'est pas la seule chose qui permette d'évoluer. Il y a aussi le comportement, la vie associative, la vie en entreprise, et partager avec les autres pour progresser avec les autres. Mais quand je vous entends parler, ça fait quand même, qu'on le veuille ou non, un peu penser à la franc-maçonnerie, cette histoire. Alors quels sont les liens quand même ? Non, alors on va reprendre les choses. C'est-à-dire que la création de la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'était plutôt, j'allais dire, un monde initié mais politique, lié plutôt, je dirais, non pas à travers la progression politique, du métier. En tout cas social, on va dire. Oui, alors social, mais quelque part financier au départ. On n'a plus tout à fait le cas aujourd'hui avec différentes obédiences, je ne veux pas trop discuter là-dessus. Nous, à le Tour de France obligatoire, c'est une grosse comparaison, et on est quand même faire progresser le jeune à travers son métier. C'est pas tout à fait ça. Mais donc, entre nous, j'essaie d'être le plus clair possible, parce que vous savez qu'il y a énormément de gens qui savent qu'il existe des compagnons du Tour de France, mais on ne sait pas toujours tout exactement. Est-ce qu'il faut être franc-maçon pour être compagnon du Tour de France ? Surtout pas. Bon. Surtout pas. Alors, attention, je critique pas. Et est-ce que quand on est compagnon, on devient franc-maçon ? Alors non plus, non plus pour être honnête. Non, en fait, c'est deux voies différentes. J'espère que je le fais comprendre. Oui. On fait progresser l'homme à travers son propre métier. Je dirais aujourd'hui, le Tour de France est obligatoire, ce qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Après, on parle de plusieurs obédiences au niveau effectivement de la franc-maçonnerie. On n'est pas dans ce domaine-là. Je dirais aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez envie et vous êtes désireux effectivement de progresser en voyageant la France et l'Europe et voire autres pays. On accueille ces jeunes à travers des sièges de compagnons et à travers cette progression qui est je suis sérieux de la journée, j'ai les cours du soir et après je progresse et je transmets effectivement les choses. Oui, et je maintiens un certain nombre de grands savoir-faire parce que c'est ça le but final de l'opération. Il existe un musée ou un conservatoire ou quelque chose où on puisse voir les fameuses œuvres de maîtrise ? Alors il y a le musée de Tours qui est bien connu. Musée du compagnonnage à Tours. Il y a le musée de Troyes, des compagnies de voir qui est extrêmement excellent aussi. Et à travers après le Tour de France, il y a plusieurs sites qui sont représentatifs. On a d'autres musées à Bordeaux, à Limoges, il y a un musée à Limoges. Et après on a ce qu'on appelle des salles d'exposition qui n'ont pas la dénomination de musée, où vous trouvez des chefs-d'œuvre qui datent et des chefs-d'œuvre récents. Est-ce que vous avez l'impression que cette fédération et les habitudes qu'elle recouvre évoluent avec le temps ? Est-ce que vous avez vu vous-même, à l'échelle de votre propre expérience, une évolution des choses ? Oui, alors beaucoup, souvent, on fait référence aux cathédrales.
Et en fait, on forme pas les jeunes pour faire des cathédrales. Je de pense moins que en tout le monde moins, a oui. compris. Même si elles ont parfois besoin de couvreurs, nos Bien cathédrales. sûr, et beaucoup de réhabilitation aussi. Donc la plupart des compagnons sont sur effectivement des monuments historiques, ce qu'on appelle les MH aujourd'hui. Mais c'est aussi de parfaire la connaissance d'un jeune pour qu'il puisse progresser sur son avenir. Et son avenir, il n'est pas derrière lui, il est devant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de techniques informatiques, de logiciels bien entendu, et de nouveaux matériaux, le développement durable intégré. Et l'objectif du compagnonnage, c'est aussi d'acquérir toutes ces connaissances pour que le jeune, demain, il ait un véritable emploi et puis qu'il se prenne des responsabilités pour créer des entreprises. Si l'on devait citer quelques spécialités possibles, vous en avez... Alors, il y en a beaucoup, bien sûr. Mais... Oui, il y a tous les métiers du bâtiment, les métiers du cuir, les métiers alimentaires, la boulangerie, la charcuterie. Donc il y a des compagnons du Tour de France qui sont charcutiers, par exemple. Alors voilà, effectivement, oui, tout à fait. Alors après, vous ne retrouverez pas ça, par exemple, dans toutes les entités. Vous retrouvez ça chez les compagnons du devoir en alimentation, par exemple, ou l'udiocompagnonique. Vous ne trouverez pas ça à la Fédération Compagnonnique. Il y a un lien avec les anciennes corporations ? Alors bien sûr, il y a des liens. Alors attention, il y a il y avait les corporations de métiers qui dataient sous l'ancien régime, bien sûr. Voilà, qui dataient d'avant. Et après, il y a eu l'émancipation des ouvriers. La loi Le Chapelier. Qui nous a un peu fait de mal quand même. Qui a tué les métiers, disons les choses. Qui nous a un peu fait de mal, pour être honnête quand même. Et puis effectivement, après, il y a eu 1789, effectivement cette ouverture vers l'homme, et on a repris un peu la main, le monde ouvrier a repris la main à travers effectivement son propre parcours et sa progression personnelle, quoi. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas très inquiet sur l'avenir des compagnons ? Non, pas du tout. Je dirais aujourd'hui, on est d'ailleurs dans tous les schémas, puisque si je vous ai parlé du Tour de France, c'est la naissance même du compagnonnage et la poursuite vers l'avenir. On a créé des centres de formation continue, on a des centres de formation d'apprentis, ce qui nous permet de recruter. Pour la Fédération Compagnonnique, on a un lycée à Mouchard dans le Jura, vous me parliez des Salines. Voilà, Eh bien, effectivement, on va fêter la remise des prix aux Salines ce week-end. Donc, à travers nos lycéens qui font 6 semaines au lycée entourés de compagnons et 6 semaines en entreprise sur la France entière, ils ont 15 ans et demi. Formidable. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, nous essayons de vous donner quelques clés dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous faisons le Tour de France cet après-midi sur Europe 1 avec les compagnons du Tour de France. Et alors, pour cette émission, la Ferrand Mobile a l'immense honneur d'accueillir Pierre Bonte, le journaliste. Dernière virée de la saison. Quelle virée! C'est la cerise sur le gâteau. Avec Pierre Bonte, nous allons effectivement visiter la France. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. N'hésitez pas. Profitez de cette dernière émission directe pour poster vos plus belles photos, les photos de votre région, de chez vous. On attend tout cela sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Cher Pierre Bonte, bonjour et bienvenue. On est très heureux de vous retrouver tous les samedis et tous les dimanches du 15 juillet au 27 août dans le grand direct des régions que vous allez faire avec Olivier Allemand. Ce sera en direct de 9h à 10h le samedi et le dimanche. Voilà. On aura l'occasion de le redire. Vous venez pour nous présenter La Belle France, votre itinéraire d'un rural trotteur. J'aime bien l'expression. Vous connaissez évidemment mieux quiconque, vous, les compagnons du Tour de France. Oui, bien entendu. Et je suis avec admiration leur travail. Je les envie aussi quelquefois, bien que leurs conditions d'hébergement quelquefois sont plus sévères peut-être que celles que j'avais quand j'étais reporter à travers la France. Vous étiez gâtés, vous, évidemment, vous arriviez avec l'étiquette Europe 1, tout allait bien. Mais oui, moi c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai commencé sur cette station, vous le savez, en 1959. Vous vous rendez compte ? Ce Tour de France qui m'a mené de village en village, de mairie en mairie, pendant plus de 15 ans. Et ensuite, j'ai pas cessé de parcourir cette merveilleuse nation. Cette France qui conserve ses fameuses forces vives, comme on dit dans les discours, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, il y a des volontés, il y a une créativité qui font l'admiration du monde entier. Il n'y a quasiment pas un arrondissement, je parle même pas de département, il n'y a quasiment pas un arrondissement qui n'ait pas son savoir-faire d'excellence avec son entreprise de référence, etc. Il faut que ça dure, parce que n'essayons pas d'être iréniques cet après-midi. Malheureusement, beaucoup de ces savoir-faire sont en danger. Beaucoup d'entreprises sont en faillite ou ont déjà disparu, hélas, il faut le dire. Alors, si l'on veut devenir soi-même compagnon, comment est-ce qu'on s'y prend ? Quelle est la bonne méthode, Patrice Bernard ?
La méthode, c'est simple. On a tous des sites internet déjà. Donc là, déjà, mais vous êtes modernisé. En fait. C'est les compagnons 2.0. C'est ça, voilà. Oui, voilà, ou 2.1 ou 3.0 maintenant. 3.0. Donc vous avez 3 sites différents puisqu'il y a 3 entités. Pour l'Union compagnonique, c'est lecompagnonnage.com. Pour les compagnons du devoir, c'est compagnon avec un s-du-devoir.com. Et pour la fédération compagnonique, c'est compagnon avec un s du Tour de France.org. Eh bien, tout ça est sur notre page Facebook, je vous rassure. Merci. Oui. Ça sera quand même plus facile pour ceux qui voudraient. Alors après, attention. Alors, il faut faire preuve il faut déjà montrer patte blanche, si je puis dire. On arrive comment chez vous? N'exagérons pas. Pierre Monte a un peu exagéré tout à l'heure en disant que nous avons des sièges un peu restrictifs. Non, on est en communauté, on essaie de respecter une certaine forme, je dirais, de communication entre les jeunes. Non, aujourd'hui, effectivement, on participe à beaucoup de forums. C'est aussi une deuxième clé, à tout ce qui est exposition et n'importe quel jeune qui est désireux ou parents, il y a nos portes ouvertes, il y a des portes ouvertes. Faut avoir quel âge? Faut avoir 17 ans? Oui, alors après, effectivement, 17 ans, alors ça dépend. Si on veut aller au lycée de Mouchard dans le Jura, donc c'est 15 ans et demi, après une troisième des collèges. Après, si on veut faire le Tour de France, on va arriver avec 3 clés différentes suivant les entités compagnoniques que je vous ai présentées. À la fédération compagnonique, il faudra mieux avoir une première formation. Sachant que s'il n'a pas la première formation du métier, on pourra le préparer dans nos propres établissements en centre de formation d'apprentis. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Vous aurez la même chose avec l'association ouvrière des compagnons du devoir. Et quant à l'union compagnonique, effectivement, ils sont plutôt dans une démarche. Soit, effectivement, ils ont des personnes un petit peu plus âgées, 17-18 ans, qui ont un premier métier et après, ils vont le faire évoluer. Et à partir de là, je dirais, c'est un groupe d'anciens qui va recevoir ce jeune. Qui va le tester d'une certaine manière, non? Non, dans un premier temps, on est plutôt dans un contact humain, voilà. Qui va, pourquoi tu veux faire le Tour de France, qu'est-ce qui t'attend, ce que je viens d'expliquer à l'instant au micro. Et s'il est désireux, généralement, on lui fait écrire un petit courrier en disant j'ai envie de m'engager, j'ai envie effectivement de faire le Tour de France. Et à partir de là, les anciens vont juger apte déjà à commencer son Tour de France. Voilà. Et donc, il va faire un premier travail, ce que vous nous expliquez. Voilà. Alors, au bout d'une année ou deux, il n'y a pas d'exigence primaire rapide. Il faut quand même qu'il se fasse au lieu. Et comment est-ce qu'on trouve son formateur, si je puis dire ça? Alors, chaque société compagnonique de métier, il y a les cours du soir et il y a un formateur qui est attribué, qui est généralement compagnon. Ça, c'est la première chose. Et en fait, tous les jeunes qui font le Tour de France sont suivis par chaque société compagnonique, sa société de métier. Et tous les mois, ils sont en réunion. Généralement le vendredi soir ou le samedi. Alors c'est pas le collège, où simplement chaque jeune devra s'exprimer devant ses anciens en disant voilà, ça se passe bien ou ça se passe mal dans l'entreprise, ça se passe bien au cours du soir ou ça se passe mal. Et à partir de là, il y a une évolution qui est faite, une présentation, un correctif qui est apporté pour améliorer effectivement l'encadrement du jeune. Quand on a fait soi-même son Tour de France, donc pendant plusieurs années, on l'a bien compris, on devient compagnon. Généralement, on ouvre son entreprise. Enfin, ça dépend. Voilà, ou alors on travaille dans une maison d'excellence. Et est-ce qu'on devient formateur à son tour? Alors effectivement, je vous en parlais tout à l'heure, les statistiques pour la fédération compagnonique, on a à peu près 14% à 17% qui deviennent formateurs. Alors, formateurs, pas forcément à la fédération compagnonique, aussi dans d'autres établissements, mais c'est quand même un poste assez important qui vient un petit peu du Tour de France, évidemment, parce qu'on a envie de transmettre son savoir. Les compagnons ont toujours leur surnom. Oui, tout l'art des choix. Oui, bien sûr. Voilà. Chacun a son toujours. Oui, bien sûr. Quand on a le nom de route, en fait. Alors, chacun. en fait, c'est le nom de la naissance, du lieu de naissance. Donc moi, c'est Angevin, et puis je suis un passionné pour l'art du trait, donc c'est Angevin, l'ami du trait. Angevin, l'ami du trait. Ah ben c'est comme ça qu'on aurait dû vous présenter, tout simplement. Mais là, on a le Poitevin historien, donc voilà, tout va bien. J'en suis très fier. Je renvoie aux meilleurs ouvriers de France. Quelle différence? Alors non, le meilleur ouvrier de France, en fait, a été créé après la guerre pour développer effectivement les constructions qu'il y avait à faire. Et donc ça n'a rien à voir avec notre association. Alors attention, ils défendent l'excellence. Beaucoup de compagnons ont effectivement. Sont aussi meilleurs ouvriers de France. Enfin, ce sont deux préparer le concours. Simplement, c'est un autre axe. Ce sont deux axes totalement différents. Mais ils défendent les métiers, le patrimoine et le savoir-faire, bien entendu. Je renvoie aux ouvrages du spécialiste de l'histoire des compagnonnages, François Icher, qui a écrit Les compagnons du Tour de France chez La Martinière, La sagesse des artisans, le petit dictionnaire du compagnonnage, Les œuvriers des cathédrales, également chez La Martinière. Donc ces ouvrages de François Icher. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux sur un domaine d'excellence. Vous savez que nous les aimons ici.
au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1, les richesses de la France sont à l'honneur avec l'un des plus grands connaisseurs de la France, ses villes, ses villages, ses bourgs, ses lieux dits. Si je vous dis bonjour monsieur le maire, vous me répondez forcément Pierre Bonte. Il est journaliste, il est avec nous cet après-midi. C'est votre guide et un guide de luxe. Bah oui, ça tombe bien parce que son dernier livre est un itinéraire d'un rural trotteur. C'est quoi un rural trotteur, Pierre Bonte? Rural trotteur parce que je me suis, c'est vrai, spécialisé dans la découverte du monde rural à travers ces milliers de petites communes qui composent la carte de France. Et c'est cette diversité, on parlait tout à l'heure de la diversité extraordinaire que voulaient faire découvrir André et Julien à travers leur itinéraire. Le tour de la France. Et ça reste un des caractères fondamentaux de notre pays, c'est cette multiplicité des paysages, des mentalités, la des variété, savoirs, finalement, sa variété extraordinaire. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer et j'ai pas fini. Vous aviez écrit auparavant La France que j'aime, Mes petites France, et à chaque fois vous nous promenez, si je puis dire, dans la France en fait. Hein. Alors quel itinéraire choisissons-nous aujourd'hui? Où nous emmenez-vous? On pourrait partir de, je sais pas, moi je suis du Nord d'origine. Ah ben partons de là-haut donc on alors. va partir de chez moi alors. Très bien. Comme André et Julien qui sont partis eux de la Porte de France à Phalsbourg en Moselle. Moi je suis né dans le nord de la France. On va partir du Pas-de-Calais nous. Et je prendrais bien comme point de départ le site des deux caps. Le cap Grinet, le cap Blandé qui sont sur cette côte d'Opale là tout en haut, qui sont deux... Qui nous rappellent des exploits aéronautiques notamment. Exactement, il y a une histoire qui s'y rattache et c'est un endroit touristique merveilleux et qui n'est pas assez connu. Les Belges, les Hollandais viennent volontiers, descendent vers ce site du Cap. Les Parisiens et ceux du sud de la France, ils connaissent pas cet endroit. Et pourtant, c'est un endroit magique. Mais moi, d'une façon générale, alors, on a très souvent eu l'occasion de le faire dans cette émission, mais ne manquons pas celle d'aujourd'hui. Et il faut dire à quel point tout le Nord est tout simplement somptueux. C'est bourré de monuments incroyables, de paysages magnifiques. Il y a une richesse de la Flandre, tout simplement. Il y a des belles plages. C'est une région qui a été énormément abîmée par les guerres. Donc c'est vrai qu'en et par l'industrie, disons les choses. Et par l'industrie aussi, les paysages ont été un peu pollués. Mais tout ça a été très joliment restauré. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de belles choses à découvrir dans cette région. Alors voilà, pour moi, mon Tour de France, il part là, de ces deux caps, qui est le pays de Raoul de Golzwerveld. Vous vous souvenez de ce chanteur qui chantait Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Eh bien, il était de là-bas. Et c'est là-bas qu'il avait écrit cette fameuse chanson devant l'immensité de la Manche. Enfin, c'est le point de jonction entre la Manche et la mer du Nord. Là, oui. Juste c'est très difficile de dire laquelle est des deux, puisque quand est-ce qu'on est dans la Manche? Mais c'est une belle couleur et c'est une bonne température. Je le dis, moi qui suis un enfant de la Manche. Elle est souvent moins froide que l'Atlantique. Ah oui. Bref. Alors, disons que puisqu'on est parti de la côte, moi je proposerais bien un Tour de France justement par les côtes et plus spécialement par ce qu'on appelle le sentier des douaniers. Ah, bravo. C'est un itinéraire, ça, auquel le chemin du littoral, en fait. Le chemin du littoral. On a la chance en France d'avoir eu des gouvernements qui ont protégé un espace qui permet l'accès libre de tous les citoyens à la mer. Cas unique au monde, il faut le dire. Je crois que c'est unique au monde. Quasiment unique au monde. Et oui, et c'est parti d'une loi là qui a été. Enfin, le sentier des douaniers existait depuis la royauté. En fait, ce sentier qui surveillait les côtes, tout simplement, permettait aux douaniers de surveiller tous les bateaux qui faisaient à l'époque la contrebande. Il fallait donc protéger le territoire. C'était une frontière à la côte. Donc, ces sentiers ont été abandonnés quand les problèmes ne se posaient plus, et au début du XXe siècle, et ils ont été remis en état. En général d'ailleurs par des associations. Ils sont devenus souvent des sentiers de grande randonnée et ils permettent de découvrir les côtes françaises. Mais magnifique. On a pas les pieds dans l'eau, mais on est au ras de la falaise. Il y a des endroits, je pense à Dinard tout simplement, où c'est tout simplement vertigineux. Avec cette falaise, cet aperçu direct sur la mer, c'est sublime. Et Etretat aussi. Oui, bien sûr. Vous partez des deux caps, vous descendez vers la Normandie, la baie de Somme, la Normandie, etc. Le Cotentin
Cotentin. Oh là Vous là. montez au Cotentin, là-haut, le Cap de Lac. On en parlait l'autre jour. Le Ouais. Cap de Lac. Avec c'est ses une brumes. merveille. Oui. C'est brumes quand il fait pas beau, mais quand il fait beau, croyez-moi, avec ses champs de bruyère et d'ajoncs. Ah non, c'est magnifique. Et après, vous descendez. Vers Granville et tout ça. Granville. Alors, vous pouvez faire une échappée sur l'île Chausey. Ah oui, les îles Chausey. Oui. 20 minutes de bateau, c'est pas loin de Granville. L'île Chausey, alors c'est à pied, forcément, puisque l'île Chausey, il n'y a pas de voiture, il n'y a même pas de vélo. Il n'y a pas de vélo, c'est tout à pied, par des chemins aussi somptueux. Et vous savez, on en fait le tour en une demi-journée, l'île Chausey. Mais très beau. Là, alors nous après, sommes encore, quand on est aux îles Chausey, alors il faut faire très attention aux susceptibilités régionales. Nous sommes encore en Normandie, mais hop, nous arrivons très vite, on bascule en Bretagne. Hein. Et alors, les côtes bretonnes par le sentier des douaniers, alors là, c'est un magnifique. C'est magnifique. Moi, j'aime surtout la pointe de Corsen. Vous voyez, c'est le point le plus à l'ouest du territoire français. La pointe de Corsen, le plus proche des États-Unis. Et le plus à l'ouest de l'ouest. Oui. Alors, il y a des côtes déchiquetées, mais qui sont. Le terme de Finistère est bien choisi. Là. C'est vraiment le Finistère. Mais dites-moi, entre Granville et les îles Chausey et la pointe du Finistère, il y a quand même toutes ces côtes d'Armor sublimes. Avec ce granit rose merveilleux, les plus belles villas de France, disons les choses. Le sentier fait tout le tour. Oui. Il y a 5000 km de sentiers de douaniers en France. La Bretagne en a la plus grande partie, puisqu'il y a 1500 km de côte. La Bretagne, c'est 1500 km de rivage. C'est extraordinaire. Le double avec les îles, si on compte les... Bon. Et puis il y a ces espèces de petits... ce qu'on appelle les abers, qui entrent dans les terres. C'est juste là, dans cette Nord Finistère, là, au-dessus de Brest, vous avez les trois abers. Il y a l'abère Île-Dut, l'abère Vrac et l'abère Benoît. Exactement. Qui sont des échancrures, c'est ça, sont des bras de mer qui s'enfoncent dans le territoire. Et ça fait partie de ces endroits là où je fais volontiers étape, vous voyez, dans un Tour de France. Oh là là. Sentier des douaniers avec Pierre Bonte. Écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas finir l'année de meilleure façon sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voilà une émission qui sent bon les vacances et nous vous aidons peut-être à préparer vos vacances. Vous n'avez pas de destination, croyez-moi que vous allez avoir le choix cet après-midi puisque nous avons confié pour cette dernière émission inédite de la saison, nous avons confié le volant de la Ferrand-Mobile à Pierre Bonte. Et croyez-moi, il connaît les petits détours. Et là, nous sommes sur le chemin des douaniers. C'est pas le genre de conducteur à prendre l'autoroute et filer tout droit. Pas. Non. Même la nationale. Même la nationale, ça lui paraît pas possible. Bon, alors là, on était sur le chemin des douaniers. Entre parenthèses. Là, on revient au Tour de France des deux enfants. C'est ça. Pied, là. Alors, ce sentier des douaniers, entre parenthèses, on va le laisser tomber, mais on pourrait le continuer très loin. Quand on est sur la côte de Loire-Atlantique, là, le sentier des douaniers du côté de Pornic, tout ça, c'est sublime, tout ça. Puis beaucoup plus bas, bien sûr, jusqu'au Pays Basque. Et puis sur la côte d'Azur et comment, bien sûr. Même en Corse, il y a un sentier des douaniers. Entre les deux, il y a les Pyrénées, mais bon. Alors. La Corse, il y a même la Méditerranée. Si on allait voir un peu ce qui se passe dans les terres, quand même, quelle terre choisiriez-vous pour nous faire découvrir le terroir, Pierre Alors, Bonte? on est descendu là vers le sud. Je repartirais bien du sud. Il y a un coin que j'aime beaucoup, c'est sur la côte, c'est Sète. L'endroit dans l'Hérault, vous voyez, Sète et l'étang de Thau. Ah, bien sûr, il est sur la fin du canal du Midi, là, c'est là où le canal du Midi vient amérir plutôt dans l'étang de Thau. Et j'aime beaucoup ce coin. Il y a un village en particulier qui s'appelle la Pointe-Courte, qui fait partie administrativement de la ville de Sète, mais qui est un petit village à l'écart, juste planté au bord de l'étang de Thau. C'est encore un village de pêcheurs, artisanaux, et il y a une ambiance très très particulière dans cet endroit. Il se passe là, c'est vrai. Oui, cette atmosphère un peu iodée, saline, comme ça, un peu particulière. Voilà, c'est Georges Brassens, en fait. C'est le pays de Georges Brassens, et d'ailleurs, il avait demandé... Il y a un peu de vent parfois, quand même, disons les choses, la fameuse tramontane. C'est le problème du Languedoc, quand même. Il y a vraiment souvent beaucoup de vent. Mais très très beau, ça. Et après, on peut remonter vers où, par exemple? On peut aller vers l'Aveyron, là-bas. Ça, c'est quand même pas mal. Pour moi, l'Aveyron, c'est un département c'est la quintessence de la France, l'Aveyron. Vous avez tous les paysages, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez des endroits extrêmement différents les uns des autres et tous magnifiques. C'est d'ailleurs aussi le département qui a le plus grand nombre de villages classés plus beaux villages de France. Je crois qu'il y a 10 ou 11 villages. Ils sont tous quasiment plus. Mais en dehors de ces 10, il y a des tas d'autres qui sont magnifiques. Et puis, vous savez, l'Aveyron, c'est un peu à la frontière entre le nord et
le sud de la France, quoi. Hein. C'est dans le sud, mais enfin, c'est encore raccroché à la montagne. C'est la fin du Massif central. Il y a une certaine âpreté, une certaine rigueur que j'aime bien aussi dans le caractère montagnard. Mais déjà, il y a l'influence du sud, du soleil, et dans l'accent, on retrouve cette chaleur et cette musique. C'est un peu le cœur battant de la France. N'oublions pas que le Massif central a fourni beaucoup de hauts responsables dans toute l'histoire de France, beaucoup de créateurs dans tous les domaines aussi. Oui, on a dit que l'Auvergne, c'était un plateau de fromage et de ministres, c'est ça, ouais. Mais, et d'ailleurs, je vous propose d'ailleurs qu'on fasse un crochet aussi après par l'Auvergne, qu'on aille vers le Limousin, par là. Il y a Collonges-la-Rouge, qui est un beau village aussi, que j'aimerais bien. J'ai de beaux souvenirs. Je me souviens avoir été reçu là-bas par le maire, qui m'avait fait découvrir ce village au soleil couchant. Et comme les pierres sont rouges, pourquoi le village s'appelle Collonges-la-Rouge? C'est parce que ce sont les pierres du pays qui ont vraiment une couleur rouge. Et quand vous avez le soleil qui se couche sur ces maisons rouges, c'est flamboyant, c'est magnifique. On a beaucoup parlé de tout l'ouest, un petit peu du sud, maintenant du centre. Et l'est là-dedans, on pourrait peut-être faire un petit tour en Alsace par exemple. Oui, mais vous savez, là aussi c'est comme le nord, l'est est souvent méconnu, ça fait un peu peur. Il fait tellement chaud en été, c'est le moment pour ceux qui aiment le beau temps. Et vous allez par exemple sur la route des vins, du côté entre Colmar, Thann, par là. Et il y a un village, Riquewihr et Kaisersberg. J'ai toujours eu un coup de cœur depuis longtemps pour lui, c'est Egisheim. Egisheim, c'est un village de carte postale. C'est presque un village à la Disney, mais sauf que c'est un vrai village. À la Disney, oui, mais c'est un village qui est resté justement tel qu'il était encore il y a un siècle, mais qui reste vivant. Vous voyez, quelquefois, cette France des villages, elle tend à se muséographier, c'est-à-dire on restaure, mais on restaure quelquefois un petit peu trop, et on en fait plus un décor de théâtre quelquefois. Mais ça permet d'attirer les équipes qui viennent faire des films. Alors voilà, c'est très bien pour les journalistes et les cinéastes, c'est très bien pour les touristes, mais quelquefois la vie a tendance à s'en aller de ces villages. C'est pas le cas à Egisheim. Egisheim, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a les vignes, et que les vignes, Dieu sait qu'elles sont productives, et Dieu sait que le vin est bon et apprécié. Et puis là aussi, il faut saluer le rôle du maire, comme dans toutes ces villes, dans tous ces villages. Je suis content que vous disiez ça, Franck, parce que bonjour, monsieur le maire. Oui, c'est pas seulement pour moi un hommage à cette émission, c'est vraiment l'envie de tirer un coup de chapeau à tous ces êtres, hommes et femmes, parce que ça s'appelait bonjour, monsieur le maire. Aujourd'hui, il faudrait dire bonjour, monsieur ou madame le maire. Ces hommes ou ces femmes qui prennent à cœur le village où ils ont élu leur résidence, ou bien où ils sont nés la plupart du temps, et qui se battent d'une façon quasiment bénévole. Quand on est dans une commune de 500 habitants, on touche 500 € par mois d'indemnité, c'est rien. Et qui se battent pour la survie de ce village. Merci beaucoup Pierre Bonte d'être avec nous cet après-midi. Votre ouvrage, cet itinéraire d'un rural trotteur, s'intitule La Belle France, tout simplement. Comme Charles Trenet, c'est une émission pour traîner aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est édité chez Le Passeur. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, votre guide, c'est Pierre Bonte. Il nous fait découvrir la France autrement et je suis sûre qu'il a parlé de chez vous. Vous pouvez continuer à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux. La page Facebook au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Pierre Bonte, que vous allez retrouver tout cet été à partir du 15 juillet jusqu'au 27 août, les samedis et dimanches de 9h à 10h avec Olivier Allemand à la tête du Grand Direct des Régions. Le Grand Direct des Régions sur Europe 1 tous les week-ends de l'été. Et moi, je me mets à l'école de Pierre Bonte, si je puis dire, dans la perspective de ce commentaire du Tour de France qui commence demain. Je commence à avoir le trac, pour tout vous dire. La pression est forte. On va essayer de faire comprendre le paysage, parce que c'est pas le tout d'admirer, c'est beau le paysage, mais il faut le comprendre et ça devient encore plus passionnant, n'est-ce pas Pierre Bonte? C'est ça. Et le Tour de France le Tour de France cycliste, je veux dire, cette fois, est un bon moyen de le faire. Mais moi je l'ai suivi, je l'ai pas fait. J'ai suivi. Vous l'avez pas fait à vélo, non, ça évidemment. À vélo, je l'ai fait 15 fois en voiture dans la caravane qui précède le peloton des coureurs.
Et je m'arrêtais dans les villages pour faire à l'époque l'émission qui allait passer le lendemain, qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire. oui. Et j'ai vécu donc l'atmosphère extraordinaire du Tour de France, passer entre deux haies comme ça de spectateurs enthousiastes, généreux. C'est Le pays expérience crépitant et jovial. Ah oui, c'est la grande fête de la France, le Tour de France. C'est une fête nationale et locale en même temps. C'est la fête du lieu, du village, qui a la chance d'être traversé et qui donc se met en frais pour accueillir le Tour de France. Se met en frais et parfois s'endette, il faut bien dire, parce qu'on refait les routes, on refait tout. Et puis on décore le village, on veut que les gens, que tout le monde remarque le village, et en même temps c'est une fête nationale parce que toute la France participe à l'événement. Avec, bien sûr, chacun met ses plus beaux atours, si je puis dire. On fait valoir les spécificités du terroir. Je parlais tout à l'heure, nous évoquions tout à l'heure avec Patrice Bernard à propos des compagnons du Tour de France, la multiplicité des savoir-faire. Mais elle est encore plus grande que tout ce qu'on peut croire. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans des régions, une région dont vous ignoriez jusqu'à l'existence 3 jours plus tôt, vous découvrez que là se perpétue depuis d'innombrables générations un certain nombre de savoir-faire. C'est important cette dimension de terroir et de savoir-faire. Et oui. Mais justement, on est à une époque de transition actuellement où le risque est que c'est savoir-faire que tout ça s'uniformise. Bien sûr. Et il faut en prendre conscience. Ça va pas se faire tout seul. Il faut que tous ceux qui gardent encore ce savoir-faire et cet amour du travail bien fait, qu'ils soient soutenus, encouragés, aidés quelquefois par les pouvoirs publics. Il faut qu'on s'en occupe. Faut pas attendre. Faut pas dire comme ils travaillent bien, c'est beau. Ben oui, c'est beau, mais attention, la période est difficile et elle ne leur est pas favorable. Mais bien sûr. Et puis il faut encourager tout ce qui ramène de la vie dans les terroirs et dans les villages. Tout ce qui est marché, tout ce qui est brocante, les festivals, fêtes, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. La rue. C'est ça. La rue est un endroit merveilleux de rencontre. C'est le jour de fête de Jacques Tati un peu qu'on aimerait voir. Et voilà, vous voyez, le jour de fête au village, les fêtes au village, les marchés, les brocantes, tout ça sont des moments, qui permettent de vivre ensemble et dans une atmosphère qui est tous les murs tombent, les cloisons sociales aussi, on est vraiment tous sur le même pied. Alors moi je vais suivre ce Tour de France cycliste pour France 2 et pour Europe 1. Vous avez de la chance. Je ne donnerai pas ma place pour tout vous dire. Vous savez que j'ai longtemps rêvé de commenter le Tour de France. Écoutez, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je suis content. Mais alors justement, quel conseil vous me donneriez? Parce que moi je ne vais pas parler des cyclistes, j'y connais pas grand-chose dans le cyclisme. Non mais la France est un sujet tout le reste, suffisamment vaste pour... le sous-sol, le sol, la végétation, le climat, les traditions. Ça en fait des choses. Non mais ça je vous écouterai avec grand plaisir. Il y a peut-être un aspect qu'il faut mettre en avant parce que on l'oublie souvent, notamment dans cette émission, c'est la géologie, le sol, tout ce que le sol a à nous apprendre. Parce que bien souvent, ce qu'on voit à la surface, ça n'est jamais que la traduction de ce qui se passe à l'intérieur là-dessous. On appelle le terroir. Le terroir. Il y a le sous-sol, le sol, et puis ce qu'on en fait, et le en fait, bien entendu. Le climat et le savoir-faire. Savoir-faire local fait partie aussi de la notion de terroir. Vous continuez? Et là, on revient aux compagnons de... Vous continuez à sillonner la France, Pierre Bonte? Quand on m'invite. Avis aux amateurs? Non, mais je suis souvent invité, dans des communes comme ça. Vous les voyez évoluer depuis 50 ans? Oui, je les vois se battre et je constate leurs difficultés surtout, quoi. Mais en même temps, il y a plein d'initiatives. Vendredi dernier, j'étais invité à côté d'Amiens, il y a les ortillonnages, vous savez. Oui, bien sûr. Un couple de maraîchers, d'ortillons, adorables, Thérèse et René, ils s'appellent, je les connais depuis longtemps. Ils viennent de créer un musée des ortillonnages, et non seulement, donc, ils sont maraîchers, ils font vivre ces ortillons, mais ils ont en même temps créé un musée dans un bâtiment qui leur appartient, et je leur envoie un salut d'ailleurs aujourd'hui, je suis content de pouvoir parler d'eux. Merci beaucoup, Pierre Bonte. Welcome back, si je puis dire. Nous vous suivrons tous les samedis et dimanches de l'été à partir du 14 juillet, de 9h à 10h avec Olivier Allemand sur Europe 1 dans le grand direct des régions. Merci.